Docteur Delorgeril, vous nous avez parlé de 4 toxiques majeurs. Je pense qu'on va s'attarder un petit peu sur les médicaments. Alors les médicaments, ce sont devenus des substances de la vie quotidienne pour de très nombreux Français, de très nombreux Occidentaux, y compris aux États-Unis. Et maintenant, ces très mauvaises habitudes s'étendent aussi dans les pays en développement, notamment la Chine et l'Inde. Et c'est basé essentiellement sur l'idée que pour prévenir des maladies chroniques qui risquent de nous tuer à terme, il faut prendre des médicaments pour diminuer certains paramètres. Et l'industrie pharmaceutique, évidemment, a participé très habilement, les universitaires aussi, dans tous les pays, personne n'est innocent, à l'élaboration de règles, de guidelines, comme on dit maintenant, quand on est anglophone, disant que plus certains paramètres sont bas, et mieux c'est. Alors, l'exemple typique, c'est la pression artérielle, c'est le glucose dans le sang, et c'est, par exemple, le cholestérol. Par exemple. Évidemment, pour arriver à être le plus bas possible, par les régimes ou le mode de vie, etc., on n'y arrive pas. On peut toujours faire mieux avec un médicament supplémentaire. Et donc, il y a certains médecins qui, de façon systématique, donnent des médicaments à leurs patients pour abaisser un de ces paramètres. Ou d'autres, ça peut être les triglycérides, ça peut être l'acide urique, vous avez toutes sortes de... Et là, il y a un véritable business, évidemment, qui s'est développé. Les trois principaux, c'est quand même la pression artérielle, le glucose et le cholestérol. Ça ne veut pas dire que d'autres médicaments ne sont pas toxiques. On peut dire même qu'un médicament efficace, à partir d'une certaine dose, il est toxique. Et même quand il est efficace, il est toxique. Et le rôle du médecin, c'est de faire la part entre les bénéfices de l'effet thérapeutique et les inconvénients de l'effet toxique. Quelquefois, ce fameux bénéfice-risque. Quelquefois, ça prend des proportions considérables. Par exemple, les anti-inflammatoires pour calmer les douleurs, les fameux Coxib, qui maintenant ont pratiquement disparu du marché, mais qui étaient vendus par l'industrie pharmaceutique comme des super antalgiques anti-inflammatoires et tout à fait bénins pour l'estomac. Sauf que, et vous connaissez l'affaire du Vioxx, sauf que dans le même temps, ces médicaments augmentaient le risque de faire des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Et comme le chiffre, la multiplication était par 4, c'était évidemment considérable. On avait d'autres médicaments pour calmer les douleurs, mais là, il y avait un marché énorme. C'est quand même 200 000 plaintes aux États-Unis. C'est énorme, oui, en effet. Ça a été qualifié de la pire infamie de l'industrie pharmaceutique dans les grands journaux scientifiques et médicaux américains. Je vous ai donné les anti-inflammatoires, les antidiabétiques. Les meilleurs antidiabétiques commercialisés ont été retirés du marché récemment, c'est les fameuses glitazones. Et puis vous avez les antihypertenseurs, là aussi c'est vraiment, on dirait, la foire d'empoigne, avec une efficacité d'ailleurs qui est très relative. Alors justement, quand on veut faire baisser ces taux-là, l'intention elle est sans doute louable et sans doute que ça serait bien en effet que ces taux soient bas, mais une personne va avoir la sensation que c'est souvent la seule solution pour ça. D'autant plus qu'il n'y a pas forcément possibilité de les faire baisser autant par d'autres moyens. Quelles sont les autres possibilités justement ? C'est le mode de vie, ça c'est typique. C'est typique, l'hypertension artérielle, dans 90 à 95% des cas, elle est dite essentielle par les médecins traditionnalistes conventionnels, mais derrière le mot essentiel, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause déterminée, mais la cause, c'est le mode de vie. Alors et donc si vous adoptez... Est-ce qu'il n'y avait pas de médicaments ? Pour l'hypertension artérielle, alors ça dépend, comme je l'explique dans mes livres, ça dépend, parce que si vous prenez le cholestérol, il n'y a pas de symptômes, c'est juste un chiffre sur la prise de sang. Mais avec l'hypertension artérielle ou des chiffres de pression artérielle élevés, là vous pouvez avoir des symptômes. Il y a des gens qui peuvent avoir mal à la tête, peuvent avoir des bourdonnements d'oreilles, des troubles visuels. Et puis la pression artérielle trop forte, elle peut avoir aussi un impact sur certains autres organes, l'œil, le rein et le cœur. Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas être laxiste. Bien sûr. Okay, quelqu'un qui vient vous voir et puis vous lui mesurez une pression à 18, il faut l'aider, il faut le traiter. Et ce n'est pas en modifiant le mode de vie que dans les 2 jours, vous allez obtenir un 14. Par contre, quelqu'un qui vient avec un 16 et qui n'a pas de symptômes, là, vous avez le temps de changer son mode de vie, de lui donner les conseils appropriés, de l'aider en tout cas à changer son mode de vie. Ça va prendre du temps, donc de l'argent pour un médecin. Mais c'est ça qu'il faut faire, plutôt que de prescrire un médicament. Je vous donne un exemple très simple. La plupart des médicaments qui font baisser la pression artérielle sont des vasodilatateurs. Or, que fait un vasodilatateur ? Eh bien, il dilate les petits vaisseaux.
Or, c'est généralement à l'âge où on a des tumeurs dormantes qu'on a aussi la pression artérielle qui monte. Donc la tumeur, elle dort. Pourquoi elle dort? Simplement parce que notre système immunitaire, nos défenses, la font dormir. Et comment on la fait dormir? En l'asphyxiant, c'est-à-dire en empêchant la vascularisation. Quand vous donnez des médicaments vasodilatateurs, vous ouvrez tous les petits vaisseaux qui sont autour des tumeurs. On nourrit la tumeur. On nourrit, on la fait exploser. Et ça, tous les médecins le voient. Mais la force de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, c'est d'arriver à camoufler ce genre d'événements. Donc le problème, c'est qu'on prescrit trop vite. En fait, on n'attend pas que le symptôme soit vraiment fort. Ça pourrait être préventif à ce moment-là. Dans 80% des cas, les patients ne se voient pas prescrire un médicament antihypertenseur parce qu'ils ont des symptômes ou parce qu'ils se plaignent, mais parce que le docteur a mesuré un chiffre. Et mesurer ces chiffres... C'est symptomatique, c'est-à-dire... C'est du chiffre. T'as mal là, je te donne ça. T'as mal ailleurs, je te donne ça. Donc non, c'est pas la question. Même pas ça. Il a mal nulle part. Ah, mais en plus. Donc ça serait même avec une intention de prévention presque. Alors, c'est pas la bonne façon d'y répondre. Beaucoup de médecins pensent qu'ils font du bon boulot. Mais c'est pas le cas. Et quand vous leur dites, ils réagissent comment? Ils réagissent assez mal, parce qu'un médecin, comme vous le savez, c'est plutôt patriarcal, plutôt mon petit patient, tu vas faire ce que je te dis, tiens, je te donne ce médicament, mais comme la durée moyenne d'une consultation, c'est entre 5 et 10 minutes, vous imaginez que dans cet espace de temps-là, il faut qu'il fasse passer une autorité de la science, je suis le savant, tu vas faire ce que je te dis, et comme je n'ai pas le temps de te donner des explications en détail, je te prescris, va à la pharmacie. Et tu reviens me voir dans 1 mois ou 2 que je vérifie si ta pression a diminué. Donc vous dénoncez un petit peu ça, et vous êtes dans un travail justement de pédagogie par rapport à ça. En dénonciation, je ne dirais pas ça. On est dans un travail de libération de la parole et de libération de la science. Les données scientifiques sont telles aujourd'hui qu'on ne doit pas faire comme ça. Alors le pire, évidemment, ce sont les médicaments anticholestérol, parce que là, il n'y a jamais de symptômes. Et on a réussi à faire passer l'idée extraordinaire que le cholestérol bouche les artères. Ce qui n'est pas vrai. Non, ça c'est le pauvre cholestérol. Je le croyais là jusqu'à maintenant. Bien sûr, parce que c'est une idée, un mensonge abominable orchestré par une propagande extraordinaire, comme je le décris dans mes livres. C'est vraiment, vous voyez, vous pouvez même mettre du beurre dans vos artères. D'accord. Ça ne va pas boucher les artères. Là, c'est cholestérol, mensonge et propagande. Ça, c'est celui-là, oui. Pour le plus... L'aliment où il y a le plus de cholestérol, c'est le beurre. Mais à 37 degrés, les lipides, ils sont liquides. Hein. Ils ne boucheront rien du tout. Et imaginez-vous que vous avez dans vos artères une pression de 120 à 140 mm de mercure. Ça veut dire que si j'ai une plaie artérielle ici, je vais souiller le mur. D'accord. Donc ça, c'est pour boucher une artère, je vais vous dire, il faut quelque chose de solide. Et c'est dur. Et c'est pas le cholestérol qui va le faire. Le cholestérol ne peut pas faire ça. C'est impossible. On sait très bien maintenant comment une artère finit par se boucher. C'est une cicatrice fibreuse, c'est quelque chose qui ressemble plutôt à un fibrome de l'utérus, une espèce de tumeur bénigne qui se constitue à l'intérieur de l'artère. Et d'ailleurs, les cardiologues, quand ils veulent déboucher une artère, ils montent des petits cathéters dans les artères, les rénales, les coronaires, etc. Ils gonflent des ballonnets, ils font exploser le bouchon qui se trouve dans l'artère, mais ils le font au prix de pression énorme. Hein, plusieurs atmosphères, c'est vraiment... Et quelquefois, vous entendez exploser le bouchon. Oui. Ah oui. Ça veut dire que le cholestérol est peut-être moins dangereux que ce qu'on imagine? Le cholestérol est complètement innocent. On l'accuse de toutes sortes de choses pour la seule raison qu'on a des médicaments pour le faire diminuer et que c'est un business extraordinaire. Donc dites à votre médecin que votre cholestérol n'y est pour rien, c'est ça? Dites à votre médecin que le cholestérol est innocent. Même à des taux c'est le titre d'un ouvrage, c'est pour ça. Alors ce qui est très important à comprendre, c'est la stratégie qu'ont utilisée à la fois l'industrie pharmaceutique et les universitaires, les experts, rémunérés pour faire croire à la population que le cholestérol, il fallait l'avoir le plus bas possible. Alors ça ne s'est pas passé en 5 minutes, hein, c'est vraiment une longue histoire que je raconte dans mes livres, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est l'affaire du Vioxx. Et l'affaire du Vioxx, cette infamie, a provoqué chez les autorités sanitaires dans le monde entier, mais très particulièrement dans les 2 endroits où on est le plus sévère, c'est-à-dire aux États-Unis et en Europe, de nouvelles réglementations des essais cliniques.
C'est-à-dire du jour au lendemain, il y a eu une nouvelle réglementation disant aux industriels, maintenant, vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez. Et tout ce qui servira à commercialiser et à justifier la commercialisation d'un médicament devra être sur Internet et accessible à tous les consommateurs. D'accord. Et ça n'apparaît qu'en 2006-2007. C'est-à-dire avant, ils faisaient ce qu'ils voulaient, les industriels, et personne ne vérifiait. Personne ne vérifiait. C'est-à-dire toute l'histoire du cholestérol, elle est basée sur des études qui n'ont jamais été vérifiées par des observateurs ou des experts libres et indépendants. Mais depuis 2007, l'histoire a changé. Ils doivent rendre accessibles toutes les études qui devraient permettre de commercialiser de nouveaux médicaments. Et il s'est passé quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est qu'un industriel est arrivé avec la plus belle des molécules anticholestérol, qu'on appelle la rosuvastatine, qui est commercialisée sous le nom de Crestor dans le monde entier. Et c'est le plus puissant et donc, en théorie, le plus efficace des médicaments anticholestérol que nous ayons. D'accord. Sauf qu'il est arrivé alors qu'il y avait une suspicion générale vis-à-vis des activités des scientifiques travaillant pour l'industrie pharmaceutique. Et donc, ils ont sorti 4 essais cliniques pour essayer de démontrer que leur substance était supérieure à un placebo pour diminuer le risque de maladie cardiovasculaire. Tout le monde y croyait puisqu'on n'a pas de médicament plus efficace que ce fameux Crestor, qui diminue de 50% le cholestérol, en moyenne. Donc certains beaucoup plus, d'autres un peu moins, mais en moyenne c'est 50%. Si vous croyez réellement qu'en diminuant le cholestérol, vous allez diminuer le risque d'infarctus et de maladies et d'accidents vasculaires cérébraux, alors vous avez la molécule idéale. Vous m'avez bien suivi ? 4 essais, 3 sont négatifs, complètement. Ils ont essayé de feinter, ils ont essayé de montrer que peut-être il y avait des avantages, etc. Mais maintenant, franchement, un observateur libre et indépendant, il regarde ça et dit « Désolé, c'est négatif, tu ne vas pas me faire croire le contraire. » Mais la perle du collier, c'est la 4e étude. La 4e étude, elle s'appelle Jupiter. Et là, ils ont fait croire que c'était une étude extraordinaire en faveur du fameux Crestor. Et nous, on a montré que c'était un mensonge. Votre intervention aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps. Exactement, et tout le monde a applaudi, et personne n'est venu me dire que je racontais des histoires ou que je délirais ou quoi que ce soit. Et derrière, il y a un très gros article qui va sortir où on explique tout ça. Et si vous allez sur mon blog, vous allez retrouver toutes les diapos, les slides, comme on dit maintenant, de mon intervention, c'est-à-dire qui montrent de quelle manière ils ont manipulé les données. On va mettre le lien sur la vidéo. Bien sûr, il faut mettre le lien sur la vidéo. C'est très très grave. C'est très très grave. C'est très très grave parce que cette molécule qui est la plus puissante, c'est aussi celle où ils ont essayé de cacher les effets secondaires. Donc on imagine bien toutes les autres qui... Alors toutes les autres, on ne sait pas trop, évidemment, mais quand on fait des études comparatives, il y a eu 2 ou 3 études comparatives, on voit qu'elles ne sont pas meilleures ni moins bonnes que le Crestor. En fait, ce sont des médicaments inutiles et inefficaces en termes de risque cardiovasculaire. Oui, c'est ça, et en plus c'est toxique. Et en plus c'est toxique. Ça altère les muscles. Et ça c'est extraordinaire parce que des études indépendantes de l'industrie pharmaceutique faites dans des conditions difficiles par des gens qui n'avaient pas les budgets nécessaires, mais qui colligent un peu tout ce que les gens... On est arrivé à l'idée qu'à peu près 20% des gens qui prennent ces médicaments anticholestérol, 20%, quelle que soit la dose et quelle que soit la durée, 20% ont des douleurs musculaires, des douleurs ligamentaires, etc., qui sont invalidantes. Et qui perdurent, en plus. Qui peuvent perdurer après l'arrêt du médicament. Mais en tout cas, si vous commencez... Or, dans l'étude Jupiter dont je vous parlais, ils prétendent qu'il n'y a pas plus de douleurs musculaires et ligamentaires dans le groupe qui reçoit le Crestor par rapport à celui qui reçoit le placebo. Ce sont des menteurs. C'est impossible. Mais la pire des complications auxquelles on doit faire face aujourd'hui, c'est les diabètes. Vous savez qu'on a dans le monde une épidémie de diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une vacherie, parce que c'est 3 fois plus de cancer, plus de dépression, déclin cognitif accéléré, maladie infectieuse quelquefois mortelle, beaucoup plus de cancer. C'est vraiment une maladie embêtante. Eh bien, on sait maintenant que les statines, les médicaments anticholestérol, augmentent d'environ 70% le risque de développer un diabète quand vous avez le médicament. Et ça c'est des données qui... C'est 2012.
Ce qui est fascinant, c'est que, un, les autorités sanitaires ne réagissent pas, et deux, c'est les tentatives de camouflage, pratiquement de tous les experts. J'imagine que vous êtes au CNRS, votre parole elle a quand même un certain poids. Quand vous parlez de ça, ça doit alerter quand même quelques personnes, non? Eh bien, c'est ça qui m'étonne. C'est que je peux être invité aux États-Unis dans le plus grand congrès mondial de cardiologie, je peux débiter mes trucs. Je devrais être poursuivi en justice pour ce que je dis. Si c'était faux, Oui, si c'est faux. Bien sûr. Mais non. Je ne sais pas. Je suis vraiment dans l'interrogation. On publie dans des grandes revues Ouais. et ça ne réagit pas. Il y a trop d'intérêts financiers. Il y a trop de d'intérêts pression. financiers et la réaction, la stratégie, c'est de se dire ne mettons pas le feu, c'est-à-dire laissons mourir. Et vous avez vu que récemment, 2 universitaires français ont sorti un gros livre sur les médicaments toxiques et inutiles. Je les trouve très modérés par rapport à la réalité des faits. Alors vous avez vu, il y a eu une espèce d'explosion médiatique, parce que le Nouvel Observateur, etc. Parce qu'on a utilisé cette dénonciation pour faire du business. Oui, ça devient là aussi un contre... oui. Nous, la façon dont on présente les choses, qui est très scientifique, très rugueuse, très psychorigide, on va dire, Et moins marketing. un petit peu difficile à digérer, et quasiment impossible à exploiter sur le plan du business. Je pense que c'est ça la principale explication. Mais ce qui est sûr, c'est que les pratiques actuelles sont criminelles, pour ceux qui en ont conscience, et que ça va finir par payer. Ça va mal se terminer. Donc si on voit sur sa feuille d'analyse de sang un cholestérol à 2,70, on n'est pas alerté en se disant demain je vais faire mon infarctus. Alors c'est ce qu'on essaye de vous faire C'est croire. ça, j'ai bien compris. On essaye de vous faire croire. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure et systématiquement envoyer chez le médecin pour dire... Non, en général, c'est le médecin qui a prescrit la prise de sang. Ouais. Alors, Non, mais- je vais mettre un bémol. Effectivement, le fait d'avoir 2,70, c'est pas ça qui va vous faire un infarctus. Mais si vous avez 2,70, il est possible que votre mode de vie, et notamment Que vos ça habitudes détermine- alimentaires, C'est l'objet de cette rencontre. ait pu Voilà. contribuer à augmenter votre cholestérol. Ce qui fait que, si on vous donne un médicament pour faire passer votre cholestérol de 2,70 à 2,50 ou 2,20, ça ne changera rien à votre pronostic, sauf que vous aurez tous les effets négatifs du médicament. Autant changer de mode de vie. C'est ce que- Par je contre, voulais si en vous venir. changez votre mode de vie, vous pouvez effectivement redescendre à 2,22 de cholestérol sans Ouais. aucun effet négatif, et là, votre pronostic va être bouleversé. Mais là, le médecin, qu'est-ce qu'il va dire? Le médecin Parce que va- si ça descend comme ça, il dit oh, c'est dû à quoi? Non, pour- C'est le hasard, c'est votre nature, il va pas reconnaître, dans sa grande majorité, il va Si, pas reconnaître. je Si. pense Que le mode que de si vie, en fait. je pense que si les choses se passent assez bien entre le patient et le médecin, et si le médecin est assez ouvert, il va comprendre que Parce que c'est mais par clairement contre, ce qu'il ne sait pas, il va être content que le cholestérol ait baissé, il va dire que c'est parce que le cholestérol a baissé que le pronostic a été amélioré. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est Oui. le changement de C'est une mode fausse de vie conclusion, qui ça. va changer le mode. Voilà. C'est ma conclusion, oui. Il ne faut une pas excellente traiter des conclusion. chiffres, Ouais. ni de pression, Ouais. ni de cholestérol, ni de Et glucose. prendre Il faut l'individu- traiter des patients L'individu dans sa globalité. dans sa globalité. Et c'est une personne avec un cerveau éventuellement, en option. Et plein de possibilités, plein de capacités de et changement. plein de hein. capacités de changement et de rééducation et d'information. Je vais vous dire, hein, quand je vais à des conférences grand public, quelquefois, voilà, on insiste un peu, donc j'y vais. C'est bizarre comme je ressors satisfait parce que les gens m'apprennent. Le message est passé. Bah, là, Le vous disiez tout message à l'heure passe, mais presque, c'est moi qui apprends le plus par les témoignages qui me sont apportés des gens qui me racontent leur vie, qui me racontent comment ça se passe avec leur médecin. Et finalement, je ressors toujours très satisfait parce que c'est moi qui ai obtenu le plus d'informations. J'en ai apporté, mais j'en ai aussi recueilli beaucoup. On espère en tout cas qu'il y aura beaucoup de réactions par rapport à ce témoignage-là. Vous disiez que c'était très rugueux votre façon d'approcher les choses. Moi, je trouve que c'était plutôt simple et pédagogique. Je pense que la plupart des gens peuvent vraiment s'en servir. En tout cas, La plupart des gens communs, oui, mais si vous mettez en face de moi le grand professeur de l'hôpital Georges Pompidou ou bien le grand professeur de cardiologie de, on va dire, l'université machin, T'as des idées, toi. Toi, t'as des idées. je, T'as des idées, toi. je ne crois pas qu'il apprécierait beaucoup et je vais vous dire, on va organiser un petit débat. ils ne viendront Ils ne viendront pas et pas. moi non plus, c'est impossible. Mais vous savez ce qu'ils disent de moi ?
Ils disent pas que je dise des mensonges, ils disent pas que mes chiffres sont faux, ils disent pas, non, ils disent qu'ils ne me comprennent pas. Ah, c'est encore plus grave. C'est intéressant. C'est encore plus grave. Mais nous, on vous a bien compris et je pense que le message est bien passé. On vous remercie de ce témoignage Merci beaucoup. puissant. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.